On va vous parler essentiellement des résidus de pesticides dans tout ce module. On a travaillé pas mal au niveau de l'Institut français de la vigne et du vin depuis quelques années sur les différents leviers sur lesquels on peut essayer de gérer ce risque résidu dans les vins, aussi bien au niveau de la vigne que de la cave. Et on va vous présenter quelques résultats de nos travaux. Donc, pour revenir sur le contexte, on l'a dit, c'est un contexte essentiellement social au départ. On sait que c'est un sujet très sensible qui fait beaucoup débat. On assiste à une pression sociétale et médiatique grandissante sur ces sujets, avec de nombreux, on l'a vu ces dernières années, reportages ou émissions à charge sur le sujet. Ça entraîne des inquiétudes, des questionnements, un peu de confusion aussi auprès des consommateurs et surtout, ce qui est plus gênant, une perte de confiance vis-à-vis de la filière vitivinicole. L'absence de réglementation dans les vins n'arrange pas les choses. Il y a actuellement une demande sociétale assez forte de réduction, voire absence de résidus dans les vins. Alors je vous ai mis une petite image pour illustrer le fait qu'à travers tous les reportages, émissions grand public qu'on a pu voir, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que la majorité des consommateurs pensent que les résidus de produits phytosanitaires ne sont pas autorisés dans les produits agricoles, dans les aliments, qu'ils soient transformés ou pas. Donc ce n'est pas un problème de réglementation, c'est plutôt un problème de méconnaissance de la réglementation, puisque comme vous le savez, à partir du moment où un produit phytosanitaire est autorisé, cela veut dire qu'il est homologué, et donc s'il est autorisé d'utilisation, il peut y avoir des résidus dans l'aliment, ces résidus étant tolérés par la réglementation et ne devant pas dépasser une certaine limite que l'on appelle dans le jargon LMR ou limite maximale de résidus. Alors le contexte, c'est aussi, on ne peut pas le négliger, l'oublier. Ah, ça va plus vite que prévu. Une amélioration très importante des techniques analytiques au cours du temps. Je vous ai mis là un petit peu pour symboliser cette amélioration, l'évolution au cours des 30 dernières années. Cette amélioration de la performance des méthodes d'analyse fait que ça explique aussi pourquoi on détecte de plus en plus, on a l'impression qu'on détecte de plus en plus de molécules dans les vins, et surtout qu'on se retrouve avec un nombre maximal de molécules différentes retrouvées dans le même vin, qui est plus important aussi. Souvent, on peut voir jusqu'à 10 molécules différentes qui sont retrouvées dans le même vin. Alors vous avez dans le graphique ici la corrélation justement entre ce nombre maximal de molécules différentes retrouvées dans le même vin avec la limite de quantification de la méthode d'analyse. On peut voir donc sur la figure qu'en vert, c'est l'évolution des limites de quantification qui sont allées de plus en plus bas. Donc plus la limite est faible, plus le nombre de molécules retrouvées dans les vins est important. On est actuellement dans les vins à des limites de quantification qui sont de l'ordre du microgramme-litre, alors que il y a quelques années, on parlait plutôt en dizaines de microgrammes-litre, voire vingtaines de microgrammes-litre. Alors ça m'amène à vous dire à vous rappeler qu'en analyse, décidément, à chaque fois en analyse, le zéro n'existe pas. Donc en analyse de résidus, on ne peut pas parler de zéro résidu, l'analyse est liée toujours à une limite analytique. Donc l'absence ou la présence de résidus, notamment aux teneurs très faibles auxquelles on les retrouve actuellement, dépend bien sûr du laboratoire, de son menu analytique, de la limite de quantification de la méthode utilisée. Et donc vous avez peut-être déjà rencontré le cas, un même vin qui sera analysé par 2 laboratoires différents pourra donner des résultats avec une molécule détectée dans un cas et qui ne le sera pas dans un autre. Donc tout ça pour dire en conclusion qu'on ne peut pas garantir aujourd'hui qu'une molécule qui n'est pas détectée aujourd'hui ne le sera pas demain, puisque l'évolution ne va certainement pas s'arrêter là. Alors sur les résidus proprement dit dans les vins, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le vin est un produit transformé, et donc le process de transformation, qui est la vinification, a une influence non négligeable sur les teneurs en résidus dans le produit final. Et donc ça nous amène à la notion de taux de transfert, raisin-vin, ou processing factor, qui est le terme, je dirais, utilisé par la réglementation européenne. Alors c'est en fait la fraction de résidus qui est présente sur le raisin au départ et qui transfère dans le vin. Donc
Sur l'ensemble, on va dire, des molécules actuellement pouvant être appliquées sur la vigne, il y a 3 cas qui peuvent se présenter, qu'on peut rencontrer. Tout d'abord, le premier cas, c'est les molécules qui ne sont pas présentes initialement dans le raisin, malgré qu'elles aient été appliquées sur la vigne. Et donc, dans ces cas-là, elles ne sont pas, bien sûr, non plus quantifiées dans les vins. C'est le cas, je dirais, pour le vin de la majorité des herbicides, pratiquement tous les herbicides. Le deuxième cas, ce sont les molécules qui vont être retrouvées dans les raisins, mais qui, après vinification, ne sont plus quantifiées dans les vins. Donc, dans ce cas, on peut penser qu'elles ont été éliminées pendant le processus de transformation et que le processing factor est de 0. Et enfin, le dernier cas, qui est celui, je dirais, qui nous intéresse le plus dans nos travaux, ce sont les molécules qui sont quantifiées dans les raisins et que l'on retrouve encore après vinification, donc dans les vins. Donc dans ce cas, on peut calculer ce fameux taux de transfert en faisant le rapport de la concentration qui est retrouvée dans les vins sur la concentration qui était présente initialement dans le raisin. Donc ces taux de transfert, ils sont exprimés en pourcentage et ils sont majoritairement, on va dire pour l'ensemble des molécules, inférieurs à 100%. C'est-à-dire que les teneurs retrouvées dans les vins sont toujours très inférieures aux teneurs présentes initialement dans les raisins. Il faut savoir aussi que ces taux de transfert raisin-vin sont variables selon les molécules, c'est-à-dire que toutes les molécules ne vont pas transférer de la même façon du raisin au vin. Certaines passent très peu et d'autres se retrouvent en quantité pratiquement identique ou légèrement plus faible, mais très proche de ce qu'il y avait au départ dans le raisin. Et enfin, ils sont également variables selon les types de vinification. Alors, certaines molécules, pas toutes, mais certaines molécules ne vont pas avoir la même façon de transférer dans les vins selon que le vin est vinifié en blanc ou en rouge. Alors, du coup, toutes ces données et toutes ces connaissances nous ont amené à nous poser des questions sur quel est l'impact des itinéraires techniques sur les résidus dans les vins. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus, notamment sur les itinéraires viticoles et œnologiques? C'est ce que nous allons vous présenter comme résultat. Et également, donc, la question qui nous est venue, bien sûr, en tête, puisque ces molécules disparaissent pendant la vinification, en grande partie, dans une bonne partie des cas, qu'est-ce qu'elles deviennent? Que deviennent ces molécules? Est-ce qu'elles sont précipitées dans les bourbes et les fonds de cuve? C'est pour ça que, suite à nos essais itinéraires que nous allons vous présenter, là, nous avons mis en place depuis 2015 un essai qui est également réalisé par l'IFEV en partenariat avec les laboratoires du Bernay et les chambres d'agriculture du Roussillon sur la caractérisation des résidus dans les bourbes et les fonds de cuve, parce que la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact de la valorisation de ces fonds de cuve et bourbes sur les produits, sur le vin, les résidus dans le vin. Alors en résumé, toutes ces expérimentations sont menées par l'IFEV en partenariat avec Interrhône, les chambres d'agriculture Vaucluse, Gard, Roussillon, les laboratoires du Bernay, et financées surtout par France Agrimer et les régions PACA et Languedoc-Roussillon, et donc portent sur deux types, on va dire deux volets d'expérimentation. Les volets que j'ai appelés préventifs, qui sont menés surtout à la vigne, et les volets qui sont plutôt œnologiques, donc qui se passent en cave et qui sont plutôt considérés comme curatifs. Donc en préventif, le principe c'est en fait de faire varier les itinéraires techniques, alors phytosanitaires, à la vigne, de les faire varier en optimisant le choix des molécules et en optimisant donc la connaissance que nous avons des molécules, notamment de leurs facteurs de transfert, de ce dont je viens vous parler, pour avoir le moins de résidus possible. Et derrière ça, une fois qu'on a obtenu le raisin, on vinifie de la même façon tous nos itinéraires pour pouvoir comparer vraiment cette comparaison d'itinéraires phytosanitaires. Et le deuxième volet est plutôt, dans ce cas-là, on a plutôt une vendange identique. Donc là, on part du même raisin qui est traité de la même façon dans tous les cas. Alors on va être là plutôt avec des traitements ce qu'on appelle maximisés, c'est-à-dire qu'on va traiter plutôt avec des molécules qui transfèrent pas mal dans les vins et qui laissent des résidus, parce que ce que l'on veut, c'est avoir des raisins qui contiennent des résidus pour pouvoir derrière comparer les différents itinéraires de vinification.
Et enfin, en troisième type d'expérimentation, ce que je vous ai dit, la partie optimisation des procédés de clarification, donc ça dans le but de voir comment sont valorisés les bourbes et les fonds de cuve. Alors sur ces expérimentations depuis 2010 à 2014, uniquement itinéraires techniques, nous avons en tout 199 itinéraires qui ont été étudiés, certains viticoles, d'autres oenologiques, 499 échantillons analysés, puisque tous ces échantillons-là, que ce soit des raisins mous, vins intermédiaires ou vins finaux, ont tous été analysés en multirésidus, c'est-à-dire qu'on a recherché le maximum de ce que l'on pouvait rechercher dans ces vins, y compris pour les essais où on savait exactement ce qui avait été appliqué. On n'a pas forcément recherché uniquement les molécules appliquées. Pour la partie viticole, donc, je vais vous présenter quelques résultats donc, de ce que nous avons réalisé dans nos essais. Donc, nous avons choisi d'étudier surtout le levier positionnement et choix des molécules, c'est-à-dire essayer de réduire le nombre de molécules détectées ou quantifiées dans les vins. Donc là, on est plutôt sur diminuer la présence, on n'est pas sur la concentration, on est plutôt sur diminution de nombre de molécules par vin. Et donc ça en sélectionnant les molécules par la connaissance de leurs facteurs de transfert, tout en maintenant les stratégies efficaces, bien sûr, au vignoble. Alors l'hypothèse de départ de ces essais, c'est tout simplement de dire, eh bien, tout ce qu'on applique avant floraison, donc sur le grain qui n'est pas encore complètement formé, il y a peu de risque d'avoir des résidus, et tout ce qui est appliqué après floraison, il y a un risque plus important de résidus dans les vins. Donc, à partir de ce raisonnement, on a appliqué le principe de dire, eh bien, tout ce qui est, toutes les molécules qui ont des taux de transfert faibles à nuls, c'est-à-dire qui transfèrent très peu dans les vins, que l'on retrouve très peu dans les vins, on va plutôt les appliquer post-floraison, donc après la floraison. Et toutes les molécules qui ont des taux de transfert un peu plus élevés, donc moyens à élevés, on va essayer de réduire leur présence dans les vins en les appliquant plus tôt, donc soit avant floraison, soit jusqu'à floraison. Donc ça, c'était le principe de départ de nos essais. Je vais vous dire maintenant les résultats sur quelques exemples. Donc, tout d'abord, le premier cas, c'est l'application de molécules qui transfèrent très peu dans les vins. Si on les applique post-floraison, voici quelques exemples. Donc, on voit que l'hypothèse est vérifiée, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas ces molécules dans les vins, même si on les applique donc très tard, jusqu'à quelquefois fermeture de la grappe pour certaines. Donc ça confirme l'hypothèse de dire qu'avec ces molécules-là, on peut les appliquer post-floraison sans risque de résidus dans les vins. Le deuxième cas, qui est l'application de molécules qui, elles, passent dans les vins, c'est-à-dire ont un facteur de transfert moyen à élevé, plutôt en début de floraison ou avant floraison. Les résultats là sont moins évidents, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir sur ce tableau, c'est que c'est très variable selon les molécules. Certaines molécules, vous les avez en vert ici, ne sont pas retrouvées dans les vins quand elles sont appliquées, comme on a dit, pré-floraison, alors que quand on les a appliquées dans nos itinéraires après la floraison, elles étaient présentes. Donc c'est le cas de quelques antimildiou que je vous ai mis dans le tableau, là, Provalicarb, Mefenoxam, Chiralaxyl, et de quelques antioïdium également, comme crésoxyméthyle, métraphénone, miclobutanil, spiroxamine ou tébuconazole. D'autres molécules, en revanche, comme le phoséthyl d'aluminium, ou plutôt son métabolite, l'acide phosphoreux, ou les antibotrytis, sont systématiquement retrouvées dans les vins, même si elles sont appliquées très tôt avant fleur. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on va dire que l'hypothèse n'est pas confirmée. Et enfin, vous avez des molécules qui ont donné des résultats variables, très variables selon nos itinéraires. Sur les 4 ou 5 années étudiées, on a eu des cas où l'application pré-floraison ne laissait pas de résidus, mais d'autres cas où l'application pré-floraison laissait quand même quelques traces. Alors, quand je dis laisse des résidus, on est vraiment sur de la présence, c'est-à-dire quantification. On est quand même toujours dans des teneurs qui sont très, très, très faibles. Donc, pour ce cas de figure, on peut dire que l'hypothèse n'est pas généralisable et qu'elle dépend complètement des molécules. Je vais faire un petit focus rapide, j'utilise aussi le mot rapide, sur la famille des phosphonates, tout ce qui est issu de l'acide phosphoreux, dérivé de l'acide phosphoreux, puisque au vignoble, donc, trois molécules sont autorisées pour utilisables sur vigne. C'est donc ce qu'on appelle le phoséthyl d'aluminium ou éthylphosphonate d'aluminium. Je vous ai mis quelques spécialités pour ceux qui connaissent plus les produits commerciaux. Le disodium phosphonate qui lui est associé à la thiazofamide et le phosphonate de potassium.
et donc bien sûr aussi tout ce qui est produit fertilisant ou biostimulant qui pourrait laisser également, qui serait issu aussi de phosphonates. Donc pourquoi faire un petit focus sur ces molécules-là, enfin sur cette famille de molécules? Tout simplement parce que toutes ces molécules-là se dégradent en acide phosphoreux et donc à l'analyse de résidus sont tous analysés sous forme d'acide phosphoreux. Donc la définition du résidu au niveau réglementaire porte sur la somme phos-éthyle acide phosphoreux. Elle est de 100 mg kg et la limite de quantification, c'est une famille de molécules qui n'est pas analysée en multirésidus, qui est analysée avec une méthode spécifique. Et donc la limite de quantification est un petit peu plus élevée par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. On n'est pas dans le microgramme litre, on est plutôt à des 0,5 mg kg, mg litre. Alors la question qu'on s'est posée avec cette famille de molécules, c'est quel est l'impact du positionnement, puisqu'il y a plusieurs molécules concernées et que dans nos essais, on a vu que dans la plupart des cas, on retrouvait très régulièrement l'acide phosphoreux, quelle que soit la date d'application et le type de phosphonate utilisé ou appliqué. Donc la tendance observée quand même, c'est que les teneurs, si on parle en concentration là, et pas uniquement présence-absence, sont d'autant plus élevées que le nombre de traitements avec des phosphites, donc on peut cumuler plusieurs phosphonates dans le même programme de traitement, est élevé et que le dernier traitement est tardif. Alors en conclusion, sur ce levier donc, étudié au vignoble, on peut dire que pour les molécules donc, qui ont un facteur de transfert faible à nul, on arrive à réduire donc, leur présence dans les vins si on les applique plutôt post-floraison et même on peut aller très tard dans la campagne sans avoir de risque de résidus. En revanche, pour toutes les molécules qui ont un taux de transfert, donc comme on a vu, un peu plus élevé, même si on les applique pré-floraison ou floraison, ça peut marcher, mais ça dépend complètement des molécules, c'est molécules dépendantes. Donc la réduction n'est pas systématique et sera à étudier au cas par cas. Donc ce levier de positionnement et choix de molécules, on peut dire qu'il est intéressant car il permet de limiter en concentration les teneurs dans les vins. On se retrouve avec des teneurs qui sont souvent proches de la limite de quantification. On parle donc, là je vous ai mis en milligrammes litre, ça fait 0,001, donc 1 microgramme litre. Et ça limite également le nombre de molécules qu'on peut retrouver, différentes qu'on peut retrouver dans le même vin. Ça répond donc bien à l'objectif qu'on s'était fixé de réduction des résidus dans les vins. Par contre, le bémol, c'est que les résultats sont très variables selon les molécules, donc ce n'est pas une méthode qu'on peut appliquer et qui va garantir l'absence de résidus. Il faudra vraiment travailler molécule par molécule et au cas par cas.